Donc, je suis Stéphane Martens, professeur des universités à Cergy. Depuis 2016, je suis professeur en civilisation allemande contemporaine et mes champs de recherche concernent plusieurs axes. Tout d'abord, la politique étrangère allemande depuis 1945, donc après la Seconde Guerre mondiale, en particulier la politique à l'Est. Donc, l'ensemble des pays d'Europe centrale et orientale et l'Union soviétique jusqu'en 1990, et suite à l'unification allemande, la politique à l'Est centrée essentiellement sur la Russie et les pays d'Asie centrale. Un deuxième champ de recherche important concerne la place de l'Allemagne en Europe et sous cet aspect, il faut bien sûr prendre en considération l'évolution de la construction européenne et surtout des relations franco-allemandes. Un troisième champ de recherche concerne le concept de puissance appliqué à l'Allemagne de l'après-guerre froide, donc une puissance appliquée à l'Allemagne qui effectivement reste toujours complexe, puisque si l'Allemagne n'est pas une puissance militaire, elle est une puissance au niveau politique. Et là, bien sûr, les débats sont innombrables sur cette puissance allemande qui se décline, qui peut se décliner à plusieurs niveaux, voire même culturels, la place de l'Allemagne en Europe, la langue allemande parlée en Europe, etc. Un dernier champ de recherche qui est plus récent, qui concerne les enjeux mémoriels en Allemagne, bien sûr long de son passé récent, enfin l'époque nationale-socialiste 1933-45 et les effets de la Seconde Guerre mondiale, et bien sûr en y incluant également, j'allais dire bien sûr, parce qu'aujourd'hui c'est un fait acquis, on en reparle en y incluant la question du passé colonial. Concernant donc les thématiques de recherche dans le cadre académique et scientifique, mes recherches se situent bien sûr dans le prolongement de celles menées dans le cadre de ma thèse, qui concernait la politique à l'est de l'Allemagne, et puis dans le cadre aussi de l'HDR, comme on dit, de l'habilitation dirigée de recherche. Cette habilitation qui permet de devenir professeur d'université, qui concernait la politique étrangère de l'Allemagne depuis l'unification, et une étude qui portait, si vous voulez, sur la nouvelle culture stratégique de l'Allemagne. Ces recherches se situent dans le prolongement de celles menées dans ce cadre-là. À dire aussi, j'insiste là-dessus, mais mes recherches se sont inscrites et s'inscrivent toujours dans la ligne de ce qu'on appelle, selon le géographe Yves Lacoste, de la géopolitique critique, pour la distinguer de ses fondateurs allemands au début du XXe siècle, comme Karl Haushofer. Cette géopolitique critique retient bien sûr les constantes historiques, géographiques, les continuités historiques, mais elle analyse surtout les conflits sous l'angle des représentations. C'est important, dans la mesure où c'est sans doute davantage encore que la réalité, la perception que l'on a de celle-ci qui induit chez les acteurs politiques et économiques les prises de décision. Donc, si vous voulez, la géopolitique critique rejette toute idée de déterminisme géohistorique. Là, je tenais à le dire, c'est mon point de vue. En tout cas, j'applique cette méthode-là. Je m'inscris dans la ligne de ce qu'appelait donc Yves Lacoste la géopolitique critique pour mener une bonne partie de mes recherches. Voilà. Je le disais tout à l'heure, donc, si vous voulez, mes recherches se déclinent selon 4 grands axes de recherche. Tout d'abord, le questionnement et la place, le rôle de l'Allemagne unifiée en Europe, voire dans le monde, et dans la double perspective du recentrage géographique de l'Allemagne et de son nouveau positionnement dans les affaires internationales. Et si vous voulez, ces questionnements s'accompagnent d'analyses de fond sur le contenu des intérêts et la manière dont les dirigeants allemands les défendent. Et en ce sens, mes recherches portent également sur la question de la nature changeante
du rapport franco-allemand. Le deuxième axe de recherche, gros axe de recherche, s'oriente vers une analyse, je dirais, plus affinée de la politique étrangère allemande sous le triple aspect de la question à la vue de son passé, du degré de normalité de l'Allemagne unifiée par rapport à ses partenaires européens, de la culture stratégique ou non en devenir. Donc là, je parle bien sûr aussi de la fin de l'utopie pacifiste, du concept de puissance appliqué à l'Allemagne et de la rhétorique, enfin, de la puissance centrale en Europe. Là, j'aborde aussi très souvent la question de la centralité géographique et du statut de médiateur ou de l'honnête courtier, comme on dit, lors de certaines crises internationales, comme dans les Balkans ou en Afghanistan. La question, je le disais tout à l'heure, de la puissance est extrêmement complexe lorsqu'elle est appliquée à l'Allemagne. Un troisième axe de recherche plus récent se situe en partie d'ailleurs dans la lignée des deux axes précédents, concerne la thématique du retour de la géopolitique dans l'analyse des enjeux en Europe ou voire dans l'analyse des relations internationales. Et il est à noter que de nombreux intellectuels allemands, voire dirigeants allemands, se refamiliarise à la pratique géopolitique, qu'elle n'affectionne pourtant guère historiquement, pour des raisons que vous comprendrez. Alors, plus fondamentalement, c'est l'invasion de la Crimée en 2014 par la Russie de Poutine, et puis la présidence de Donald Trump qui a mis à mal les relations transatlantiques et les règles du multilatéralisme ont révélé aux Européens, notamment aux Allemands, le monde tel qu'il est, à savoir une affaire de rapport de force. Il apparaît ainsi que la géopolitique n'est pas un concept dépassé. Et enfin, je terminerai par là, un quatrième et dernier axe de recherche concerne les enjeux mémoriels en Allemagne par rapport surtout à la Seconde Guerre mondiale, mais aussi la question de l'Allemagne par rapport à son passé colonial en particulier, qui m'a amené à commencer à analyser les rapports germano-namibiens, l'objectif étant d'étudier à moyen terme l'avenir de rapports entre l'Allemagne et ses anciennes possessions coloniales, notamment en Afrique. Et moi, en tout cas, j'avais commencé à étudier donc ces rapports germano-namibiens autour de la question du génocide des ethnies Herero et Nama. Voilà. Alors, bien sûr, tous ces axes de recherche ont lieu dans un cadre scientifique ou académique, comme on dit, non seulement dans le cadre de cours, de l'enseignement, tout simplement, à nos étudiants qui sont en licence ou en master, dans le cadre aussi de séminaires que j'ai eu la chance de pouvoir dispenser dans des universités étrangères, mais aussi à Tahiti, à plusieurs reprises au sein de l'université de la Polynésie française, où j'ai abordé la question de l'histoire de l'Allemagne. Exotique à plus d'un titre, vous voyez, c'est une question là aussi de perception. Les étudiants en Polynésie étaient surpris, mais c'était un exercice absolument passionnant. Et puis, vous savez, en tant que chercheur, enseignant-chercheur, comme on dit, il y a des liens qui se nouent avec des centres de recherche, notamment notre centre de rattachement Agora, bien sûr, avec les équipes en place, les membres d'Agora, avec qui on travaille ensemble sur des programmes de recherche, selon les axes que nous avons prédéfinis. Mais il y a aussi, bien sûr, les collègues d'autres universités et, je le disais, des centres de recherche autres, comme les fameux think tanks, comme on dit, ces boîtes à outils qui sont de plus en plus nombreux en France, mais très répandus dans les pays anglo-saxons et en Allemagne, avec qui on peut tout à fait bien travailler, monter des projets de recherche, des colloques, des séminaires. Il y a, par exemple, concernant notre spécialité, donc les études allemandes, le fameux CIERA, le Centre interdisciplinaire d'études de recherche sur l'Allemagne, qui favorise les rapprochements entre chercheurs de différentes universités françaises et allemandes, en tout cas des pays de langue allemande, qui proposent des programmes formation-recherche
pour lesquels les organisateurs sont invités à faire participer des étudiants master, et surtout des doctorants, en France et notamment, donc, je disais, dans les pays de langue allemande. Et puis, pour ma part, j'ai été chercheur associé dans différents centres, à l'Institut de Relations internationales stratégiques, l'IRIS, puis à l'IFRI, à l'Institut français des relations internationales de Paris. Des liens ont été noués, par exemple, il y a une dizaine d'années déjà, avec des collègues des universités de Québec, Laval à Québec et puis de Montréal, et qui m'ont amené aujourd'hui notamment à être chercheur associé au centre d'études géopolitiques près de l'université de Laval. Je dirais que la recherche, quelle qu'elle soit en sciences humaines d'ailleurs ou en sciences exactes, a pour objet la formulation de questions nouvelles et où, si vous voulez, la production de nouveaux savoirs, et elle permet de mieux comprendre les enjeux, de baliser en quelque sorte le futur par le progrès de la connaissance, de même que par la diffusion et le partage du progrès, elle permet aussi d'entrer en contact avec ce qu'on appelle la société civile. La recherche permet donc de former les étudiants, enfin les personnes, notamment les étudiants d'abord, en ce qui nous concerne, et de permettre la découverte d'un domaine d'application, d'une discipline, et tout simplement du monde et de sa compréhension. Donc la recherche sert fondamentalement à faire avancer notre monde. Elle suppose aussi la recherche d'être communiquée comme il se doit, que ces résultats soient diffusés par différents canaux. D'abord, je le disais tout à l'heure, par l'enseignement, par les cours, des séminaires, des colloques, par les policy papers, comme on dit lorsqu'on travaille dans les think tanks, c'est-à-dire des notes qui sont destinées aux décideurs avec un grand D, les décideurs politiques notamment. Là, l'enseignant-chercheur est dans un rôle de consultation, ça existe, il y en a qui le font régulièrement. Et puis peut-être un troisième canal, c'est aussi la vulgarisation scientifique, le fait de diffuser donc dans le grand public des connaissances ou des idées, ce qui peut être très utile, même si l'exercice connaît rapidement des limites. Je veux dire, un enseignant-chercheur, en tout cas digne de ce nom, son objectif n'est pas de faire du journalisme. L'enseignant-chercheur doit avoir plus de recul, il n'est pas soumis à une pression, notamment la pression médiatique, il a le temps de réfléchir, d'analyser et de rédiger. En tout cas, la vulgarisation scientifique est un exercice passionnant. Moi, je le fais toujours. Ça peut être très stimulant. Et dans la mesure du possible, il faut rester crédible. L'enseignant-chercheur, on est vraiment dans un cadre universitaire, scientifique. Il faut rester crédible. Oui, alors, écoutez, travailler en équipe, on va dire comme ça, travailler en équipe, lorsqu'on travaille notamment sur l'Europe, est indispensable. Mais je dirais que un chercheur doit travailler en équipe, c'est stimulant tout d'abord. Mais puis, un travailleur qui travaille en solitaire, il n'avancera pas. Tout chercheur doit s'isoler pour pouvoir réfléchir et rédiger un texte. Mais, si vous voulez, tout chercheur ne peut pas rester dans son coin isolé. Il a besoin d'être entouré, il a besoin d'échanger des idées. Les discussions scientifiques, on va dire comme ça, sont indispensables. Sinon, à quoi bon faire de la recherche, puisque de toute façon, l'objectif, c'est de transmettre des connaissances, des savoirs, d'échanger pour apprendre à son tour, bien sûr. Les innombrables structures qui existent prouvent bien que la nécessité pour un chercheur de travailler en équipe. Je ne veux pas dire que j'ai été inspiré. En tout cas, j'ai été marqué
par de nombreux auteurs et de nombreuses œuvres. Ça, c'est sûr. Ça va être difficile de tous les citer, mais je pense notamment à Jules Verne. On va dire petit, j'étais impressionné par Jules Verne. J'ai eu l'occasion de relire ses principaux romans. C'est la découverte, c'est l'évasion. Ça fait rêver. Ça m'a ouvert au monde et à beaucoup de choses. Il y a des auteurs comme Philip Roth, cet écrivain américain décédé en 2018. Lui m'a passionné, notamment ses réflexions sur la psychologie masculine sont assez savoureux, mais aussi ses réflexions sur le poids de l'histoire et de l'héritage, la hantise de la mort. Ce sont des thématiques qui m'ont impressionné. Et puis quand j'étais étudiant, par exemple Jean-Jacques Rousseau, j'ai découvert Jean-Jacques Rousseau étudiant en droit à l'époque où je faisais du droit. La personne en tant que telle est compliquée, on va dire, mais ses écrits m'ont, à l'époque en tout cas, passionné. J'en garde un souvenir marquant. Il y a aussi, de manière, un auteur plus contemporain, géographe français Michel Fouché, un des meilleurs spécialistes des questions concernant la frontière dans le monde, je dirais, qui a été diplomate, conseiller du ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine, et qui avait créé l'Observatoire européen de géopolitique de Lyon, où j'ai commencé à travailler en tant que chargé de recherche avant même d'intégrer l'université, la carrière universitaire, et qui m'a marqué aussi par ses réflexions, un certain nombre de ses ouvrages. J'ai eu la chance en plus de pouvoir travailler pour et avec lui, donc c'était très marquant. Et puis je terminerai aussi par les mémoires d'un certain nombre de personnalités politiques. Je pense notamment aux mémoires de Jean Monnet pour mieux comprendre, me plonger dans cette atmosphère, cette époque des débuts de la construction européenne. Ils sont bien écrites et c'est assez passionnant. Sinon, les mémoires, par exemple, de Helmut Kohl, du chancelier de l'unification allemande, bien ces mémoires qui n'ont malheureusement pas été traduites en français, ces mémoires donnent une idée quand même assez sincère et bien précise de cette époque avant l'unification, après l'unification, et puis toute cette époque qui a bouleversé l'Europe, voire le monde, puisque c'était la fin de l'affrontement idéologique Est-Ouest, donc cette époque 89-90. Le rôle qu'a joué Helmut Kohl dans ces moments difficiles et historiques, c'est assez passionnant.